Bonjour les amis et bienvenue pour ce chapitre 16 du livre L'arc-en-ciel invisible de Arthur Firstenberg. C'est un chapitre qui s'appelle Abeilles, oiseaux, arbres et humains. Il est particulièrement marquant parce qu'il nous est permis de voir les répercussions directes sur des petits êtres tels les insectes, les oiseaux, les batraciens et ainsi de suite. Nous le verrons dans ce chapitre. Alors je posterai ce chapitre en plusieurs parties, la première étant le tronc commun, le tronc de ce chapitre et ensuite des sous-parties concernant par exemple les abeilles qui est une sous-partie très importante. Nous sommes sensibilisés à la disparition croissante des abeilles et vous le verrez, la pollution électromagnétique est sans doute le plus grand facteur de pollution pour les abeilles, mais aussi pour tout un tas d'autres écosystèmes. C'est parti. Alfonso Balmori Martinez est un biologiste de la vie sauvage qui vit à Valladolid, en Espagne. Dans le cadre de ses fonctions officielles, il travaille à la gestion de la faune sauvage pour le ministère de l'Environnement de sa région, Castilla y León. Mais depuis plus de 10 ans, il travaille également pour une cause qu'il considère au moins aussi importante. C'est vers l'an 2000, dit-il, que j'ai commencé à prendre conscience des graves problèmes de santé provoqués par les antennes de téléphonie mobile chez certaines personnes, dont mes voisins et mes connaissances, et en particulier une grave situation concernant l'école que mes deux fils aînés fréquentaient à l'époque. Le problème de l'école, le Colegio García Quintana, était impossible à ignorer car il y était confronté chaque fois qu'il y déposait ses fils. Sur le toit d'un immeuble voisin, une soixantaine d'antennes de transmission de toutes formes et de toute taille se dressaient au-dessus de la cour de récréation, comme une pelote à épingles géante. Cette ferme d'antennes a très vite fait germer une récolte de problèmes, et durant la première année de sa croissance, entre décembre 2000 et janvier 2002, 5 cas de leucémie et de lymphome ont été successivement diagnostiqués à l'école, 4 chez des enfants âgés de 4 à 9 ans, et le cinquième chez une jeune femme de 17 ans qui faisait la conciergerie. Considérant que seuls 4 cas de leucémie et de lymphome chez les enfants de moins de 12 ans avaient été diagnostiqués au cours de l'année précédente dans toute la province de Valladolid, la communauté a pris peur. L'école a été fermée par le ministère de la Santé le 10 janvier 2002 et a été rouverte plusieurs semaines plus tard, après que les inspecteurs n'aient pu y détecter aucune cause de danger. Les antennes ont cependant été retirées par ordonnance du tribunal en décembre 2001 et une nouvelle organisation, l'Association de Valladolid des personnes affectées par les antennes de télécommunications, renaissait de ses cendres, en partie grâce à un Balmori nouvellement motivé, perturbé par ce qu'il a appris. Les personnes exposées aux antennes n'étaient pas seulement atteintes de cancer, mais en bien plus grand nombre, elles souffraient de maux de tête, d'insomnie, de perte de mémoire, d'arythmie cardiaque et de réactions neurologiques aiguës, voire fatales. Après m'être informé pendant plusieurs mois, se souvient-il, et avoir découvert qu'une chose aussi évidente était considérée par les autorités comme une peur sans fondement et une psychosociale sans fondement scientifique, j'ai décidé d'étudier ses effets sur la faune et la flore. J'ai pensé qu'une psychose collective, ou une peur sans fondement, ne pouvait pas être attribuée à des organismes non humains. J'ai donc commencé à étudier les cigognes, les pigeons, les arbres, les insectes, les têtards, et à publier les résultats que j'obtenais. Les effets que Balmori a trouvés étaient spectaculaires et universels. Les radiations des antennes de téléphone portable ont affecté toutes les espèces qu'il a examinées. Les cigognes, par exemple. Les cigognes blanches sont des oiseaux urbains comme dans de nombreuses villes espagnoles. Elles habitent les bâtiments et les clochers d'église aux côtés des moineaux et des pigeons. En sélectionnant 60 nids sur les toits de Valladolid, 30 se trouvant à moins de 200 mètres d'une ou plusieurs antennes relais et 30 à plus de 300 mètres de toute antenne relais, Monsieur Balmori a observé les cigognes au moyen de télescopes au printemps 2003 pour déterminer leur capacité de reproduction. En mesurant le champ électrique à chaque endroit, il a vérifié que le rayonnement, en moyenne, était 4 fois et demi plus intense aux endroits les plus proches. En février 2003 et juin 2004, il a également effectué plusieurs centaines de visites dans 20 nids situés à seulement 100 mètres d'un site émetteur, afin d'observer les oiseaux pendant toutes les phases de leur reproduction. Les résultats, pour un biologiste de la faune, sont profondément troublants. Les nids qui se trouvaient à moins de 200 mètres du pylône cellulaire le plus proche ont produit 2 fois moins de bébés cigognes que les nids qui étaient plus éloignés. Sur les 30 nids très exposés, 12 n'ont pas donné de progéniture,
tandis qu'un seul des nids moins exposés était stérile. Sur les 12 nids très exposés où aucun oisillon n'a volé, les œufs de certains n'avaient pas éclos et dans d'autres, les oisillons sont morts peu après éclosion. Le comportement des oiseaux qui nichaient à moins de 100 mètres d'une tour d'antenne était tout aussi inquiétant. Des couples de cigognes se battaient pour la construction de leur nid. Des branches tombaient par terre pendant que le couple essayait de construire le nid. Certains nids n'ont jamais été achevés et les cigognes sont restées passivement devant les antennes relais, dit-il. À la lumière de la dégringolade du nombre de moineaux domestiques en Europe, M. Balmori a également entrepris de recenser le nombre de moineaux dans 30 parcs et sites assimilés à des parcs à Valladolid entre 2002 et 2006. Il a visité chacun de ces points le dimanche matin, une fois par mois pendant 4 ans, en comptant les oiseaux et en mesurant les rayonnements. Il a constaté non seulement que les moineaux devenaient généralement beaucoup moins nombreux au fil du temps, mais qu'ils étaient incroyablement plus nombreux dans les zones moins irradiées. 42 moineaux par hectare où le champ électrique était de 0,1 volts par mètre, jusqu'à seulement 1 ou 2 moineaux par hectare où le champ électrique était de plus de 3 volts par mètre. Pour M. Balmori, les raisons de la disparition de l'espèce étaient claires. Le Royaume-Uni avait même ajouté le moineau domestique à sa liste rouge des espèces menacées et en danger après que la population de cet oiseau dans les villes britanniques ait chuté de 75% entre 1994 et 2002. Cela coïncide avec le déploiement de la téléphonie mobile, a-t-il écrit. Si la tendance au déclin qu'il a observé dans sa ville natale se poursuit, a-t-il dit, le moineau domestique aura disparu de Valladolid d'ici 2020. Et les effets manifestes des radiations ne se limitaient pas aux cigognes et aux moineaux. Des antennes avaient été installées dans le parc urbain Campo Grande à Valladolid dans les années 1990 et Balmori y a surveillé la population aviaire pendant la décennie suivante. Voici quelques-unes des observations faites par Balmori en 2003. En ce qui concerne les cresserelles, il dit disparition générale des cresserelles qui se reproduisaient chaque année sur les toits voisins après l'installation d'antennes pour les télécommunications mobiles. En ce qui concerne les cigognes blanches, bien que cette espèce soit tout à fait réticente à abandonner son nid, même dans des conditions défavorables, les nids placés près des faisceaux de rayonnement des pylônes téléphoniques ont progressivement disparu. En ce qui concerne le pigeon domestique, de nombreux spécimens morts sont apparus près des mâts de téléphone. En ce qui concerne les pies, des anomalies ont été détectées chez un grand nombre de spécimens à des endroits fortement contaminés par le rayonnement micro-ondes, tels que la détérioration du plumage, en particulier au niveau de la tête et du cou, des problèmes de locomotion, boitement et difficulté à voler, un albinisme partiel et un mélanisme, en particulier sur les flancs, une tendance à rester longtemps dans les parties basses des arbres et au sol. Les pivers, les grimpereaux des jardins, et les pouillots de Bonelli, tous autrefois communs, ont disparu entre 1999 et 2001 et n'ont plus été revus. La moitié des 14 espèces d'oiseaux résidentes du parc avaient sérieusement décliné ou disparu, malgré le fait, comme le souligne M. Balmori, que la pollution de l'air se soit atténuée. Le déclin du moineau domestique est une tragédie mondiale. Il y a 20, voire 10 ans, il était inimaginable que le moineau domestique soit au centre des discussions d'une conférence internationale ornithologique ou environnementale, ont écrit Jenny Dellett et James Dennis Summersmith. Leur étude de 2007 a révélé un déclin spectaculaire de plus de 90% des populations de moineaux domestiques à Londres, Glasgow, Édimbourg, Dublin, Hambourg, Gand, Anvers et Bruxelles. Disséminés dans les Princess Street Gardens, un parc de 20 hectares situé au centre d'Édimbourg, au moins 250 moineaux y avaient résidé pas plus tard qu'en 1984. En 1997, il ne restait plus que 15 à 30 oiseaux, dans un seul endroit. La population de moineaux de Kensington Gardens, un parc de 111 hectares situé dans le centre de Londres, est passée de 2603 en 1925 à seulement 4 en 2002. Cet oiseau, qui vit en compagnie des êtres humains depuis au moins 10 000 ans, disparaît même là où il y a beaucoup de graines et d'insectes, où les ornithologues ne trouvent aucune cause évidente à son déclin. Mais il y a une cause qui reste cachée à la vue de tous. Aujourd'hui, 26 installations d'antennes sont alignées aux limites nord, ouest et sud du Kensington Gardens, exploitées par Vodafone, T-Mobile, Orange, O2, Tree and Airwave.
Elle sature ce magnifique parc de micro-ondes afin que les visiteurs humains puissent utiliser leur téléphone portable et que la police puisse utiliser ses radios. La situation dans les Princess Street Gardens d'Édimbourg est encore pire. 34 sites cellulaires entourent ce parc beaucoup plus petit, la plupart à moins de 5 mètres du sol. Le seul endroit où les moineaux nichaient encore en 1997, la maison du gardien, est assise au pied d'une colline artificielle appelée The Mound, et c'est le seul endroit de tout le parc qui ne soit pas dans le faisceau direct de multiples antennes à micro-ondes. L'irradiation dans ces parcs, qui a commencé en 1992, est parallèle à l'effondrement catastrophique de leur communauté de moineaux domestiques. Il peut sembler surprenant que les moineaux de tous les oiseaux semblent être parmi les plus sensibles à l'électricité. Mais nous rappelons au chapitre 7 que les moineaux sont ceux qui ont le plus souffert de la grippe pandémique de 1732-1733 suite au retour des taches solaires et des aurores boréales dans le ciel polaire. L'impact des ondes radio sur la reproduction des oiseaux n'est plus une question de conjecture. Pendant que Balmori faisait son étude de terrain sur les cigognes, des scientifiques en Grèce en prouvaient les effets dans leur laboratoire. Ioannis Magras et Thomas Xenos de l'université Aristote de Thessalonique ont exposé pour la première fois 240 œufs de caille fraîchement pondus dans un incubateur au type de rayonnement émis par les émetteurs radio FM. Les niveaux de radiation étaient à peu près les mêmes que si les oiseaux avaient construit leur nid à une distance de 300 mètres d'une antenne de 50 000 watts. Toutefois, ces œufs n'ont été exposés que pendant 3 jours et seulement 1 heure par jour, 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. 45 des embryons sont morts. Tous les 60 œufs de caille qui se trouvaient dans un incubateur non irradié ont éclos. Les effets désastreux des ondes radio sur les oiseaux ont été remarqués pour la première fois dans les années 1930 par ceux qui leur étaient le plus étroitement liés, les colombophiles et les divisions de l'armée qui utilisaient encore des pigeons voyageurs pour communiquer. Charles Heitzman, un des pères de la colombophilie aux États-Unis, et le major Otto Mayer, ancien chef du corps des pigeons de l'armée américaine, étaient tous deux alarmés par le grand nombre de pigeons qui s'égaraient pendant les années fastes de l'expansion de la radiodiffusion. Apparemment, après plusieurs générations de pigeons, les oiseaux ont appris à s'adapter aux nouvelles conditions et le problème a été largement, mais pas entièrement, oublié. Puis, à la fin des années 1960, une équipe de chercheurs canadiens a jeté un nouvel éclairage sur le problème. Il s'agissait de Alan Tanner, du Control Systems Laboratory du Conseil national de recherche du Canada, de César Romero Sierra, professeur de neuroanatomie à l'université Queen's, et de Jaime Bigu del Blanco, biophysicien et chercheur associé au département d'anatomie de l'université de Queen's. Ils ont commencé par exposer de jeunes poulets à des rayonnements de micro-ondes à des niveaux de puissance relativement élevés, entre 10 et 30 milliwatts par centimètre carré. Les oiseaux s'effondraient généralement au fond de leur cage en 5 à 20 secondes. Même si seules les plumes de leur queue étaient exposées, ils piaillaient, déféquaient et essayaient de s'échapper. Des expériences utilisant des pigeons et des mouettes ont donné des résultats similaires. Cependant, pas si les oiseaux étaient déplumés. Les poulets plumés ne présentaient aucune réaction évidente à l'irradiation jusqu'au 12e jour environ, lorsque leurs plumes qui repoussaient mesuraient environ 1 cm de long. Les chercheurs ont ensuite mesuré les profils de rayonnement en laboratoire, en utilisant à la fois des plumes individuelles et des réseaux de plumes espacées de distances variables. Ils ont prouvé que les plumes d'oiseaux constituent de fines antennes de réception pour les micro-ondes. Si cela se produit pendant que l'oiseau vole, ils ont affirmé qu'une augmentation de l'intensité du champ de micro-ondes devrait être perçue par l'oiseau. Dans les années 1970, le professeur William Keaton de l'université Cornell a prouvé que les pigeons sont si sensibles aux perturbations magnétiques qu'une modification du champ magnétique terrestre représentant moins d'un 10 millième de sa valeur moyenne modifiait considérablement la direction du vol de retour d'un oiseau. Dans les années 1900 et au début des années 2000, lorsque les antennes de téléphonie mobile ont proliféré, augmentant les niveaux ambiants de rayonnement micro-ondes de dizaines à des centaines de fois partout dans le monde, lorsque les cigognes blanches ont eu du mal à se reproduire à proximité des antennes et lorsque les moineaux domestiques ont été inscrits sur la liste des espèces menacées au Royaume-Uni, le nombre d'adhérents au club de colombophilie a chuté et les colombophiles ont été contraints de se concentrer à nouveau sur un problème qu'ils avaient mis de côté dans les années 1950. Le secrétaire du New Ross and District Pigeon Club en Irlande, Jim Power, a attribué le problème émergent des oiseaux qui se perdent, ayant commencé vers 1995, à
la télévision par satellite et au réseau de télécommunications mobiles. L'histoire a fait la une du Irish Times. Les deux événements, l'explosion aux antennes relais et les pertes importantes de pigeons, sont arrivés en Amérique en 1997. Au début du mois d'octobre 1998, l'histoire a fait la une des journaux dans tous les États-Unis car pendant 2 semaines, les courses de pigeons se sont terminées en catastrophe, avec jusqu'à 90% d'oiseaux disparus. Ils réapparaissent dans les granges, sous les mangeoires à oiseaux, sur les rebords de fenêtres, et restaient parfois sous la pluie, peut-on lire dans le premier paragraphe d'un article du Washington Post. Sur les 1800 oiseaux participant à une course entre Newmarket en Virginie et Allentown en Pennsylvanie, environ 1500 ont disparu. Dans une course allant de l'ouest de la Pennsylvanie à la banlieue de Philadelphie, 700 pigeons sur 900 ne sont pas revus. Dans une course de 560 km de Pittsburgh à Brooklyn, 1000 oiseaux sur 1200 ne sont jamais revus. Très peu d'oiseaux sauvages volaient. Les faucons ne chassaient pas. Les oies étaient dispersées dans le ciel au lieu de se déplacer en formation normale en V. Le déclencheur des 2 semaines de désorientation soudaine des oiseaux a apparemment été le début de la pluie de micro-ondes tombant des satellites. Le 23 septembre 1998, les 66 satellites Iridium, nouvellement lancés par Motorola, avaient commencé à fournir le tout premier service de téléphonie mobile depuis l'espace, partout sur la Terre, à ses 2000 premiers abonnés testeurs. De nombreux membres de la British Royal Pigeon Racing Association ont modifié le parcours de leurs oiseaux afin d'éviter les pylônes de téléphonie et de perdre moins de pigeons. En 2004, l'association a demandé que des recherches supplémentaires soient menées sur l'impact des radiations micro-ondes sur les oiseaux. Et comme les anciens colombophiles découragés ont progressivement abandonné ce sport, ils ont été remplacés par de jeunes enthousiastes qui ne se souviennent pas de ce que c'était de voir presque tous les pigeons lâchés revenir directement à leur pigeonnier. Les pertes extraordinaires dont Larry Lucero du Nouveau-Mexique s'est plaint en 1997, une perte de 80% des oiseaux en 8 semaines de concours, ne sont plus considérées comme inhabituelles. Sankara Lingam, le président de la Chennai Homer Pigeons Association en Inde, se remémore. Avant l'avènement des téléphones portables, si je libérais 100 pigeons dans mon quartier de Kodungayur, tous rentraient chez eux en quelques minutes. Le colombophile texan Robert Benson déclare aujourd'hui: dans les meilleures conditions, on peut s'attendre à une perte de 25%. Cependant, il n'est pas surprenant de voir une perte de 75%. Le nombre de pertes survenant chaque année, déclare Kevin Murphy de l'Angus College d'Écosse, ne montre aucun signe d'amélioration et chaque fois que vous parlez aux colombophiles, c'est la même vieille histoire. Des pertes élevées chez les jeunes oiseaux et très peu de colombophiles capables de constituer une équipe stable d'oiseaux expérimentés de 3, 4 et 5 ans. Passons désormais à une sous-partie qui s'appelle marquage radio des animaux. Dans un exercice de stupidité scientifique, M. Murphy propose de résoudre le problème en développant un dispositif GSM GPS qui serait installé sur les pattes des pigeons pour suivre les oiseaux qui s'égarent. Dans un premier temps, il s'agit d'un projet de recherche conçu, dit-il, pour voir si les éruptions solaires et les orages magnétiques affectent la capacité des oiseaux à s'orienter. Mais les dispositifs permettront de suivre les oiseaux grâce à des satellites et des antennes relais, qui sont aujourd'hui responsables de bien plus de pertes de pigeons que les éruptions solaires. Pire encore, ces appareils, qui sont eux-mêmes des émetteurs radio, exposeront les oiseaux à des radiations bien plus importantes que les tours de téléphonie cellulaire éloignées. La mise en place de puces électroniques pour suivre les pigeons n'est pas encore une pratique courante dans ce sport. Mais depuis quelques années, les colombophiles empirent déjà la situation en fixant des bagues à puces d'identification par radiofréquence RFID à la patte de chaque oiseau pendant chaque course, de sorte que lorsque l'oiseau arrive chez lui et franchit la ligne d'arrivée, un scanner RFID enregistre automatiquement l'heure d'arrivée. Il s'agit de dispositifs passifs, ne contenant pas de piles et s'appuyant sur des sources d'énergie externes pour les activer. Mais la mort soudaine d'oiseaux exotiques immédiatement après avoir été pucés n'est pas inhabituelle. Et comme le découvrent tant de personnes sensibles à l'électricité, des personnes qui ne peuvent pas manipuler leur propre permis de conduire et passeport à puce, les oscillateurs à l'intérieur même des dispositifs passifs polluent suffisamment leur environnement immédiat pour affecter le système nerveux, même celui des organismes sans capacité de navigation. Apposer un dispositif de repérage radio à un animal sauvage, c'est comme lui imposer un téléphone portable. Les systèmes terrestres de suivi des animaux sauvages utilisent des fréquences comprises entre 148 et 220 MHz et émettent une puissance de 10 mW de jour comme de nuit.
Les systèmes de suivi par satellite, comme ceux utilisés pour suivre les dauphins et les baleines, exigent que l'animal porte un émetteur beaucoup plus puissant, émettant de 250 milliwatts à 2 watts de puissance, ce qui équivaut à lui imposer un téléphone satellite. Ils sont également utilisés pour suivre les tortues, les requins, les ours polaires, les bœufs musqués, les chameaux, les loups, les éléphants et d'autres animaux qui circulent ou nagent sur de très longues distances. Ils sont également utilisés pour les oiseaux qui migrent au long cours ou qui sont insaisissables, comme les albatros, les pigargues à tête blanche, les pingouins et les cygnes. Les serpents, les amphibiens et les chauves-souris sont tagués par radio. Même les papillons et les poissons des lacs et des rivières sont équipés d'émetteurs. S'il existe aujourd'hui une créature suffisamment grande pour qu'on puisse lui fixer des antennes, vous pouvez être certain que des biologistes de la faune et de la flore, bien inspirés, ont mis au point des moyens de les fixer sur les membres de ces espèces, que ce soit au moyen de colliers, de harnais ou d'implants chirurgicaux. Dans un effort inapproprié pour découvrir les raisons de la disparition des abeilles domestiques, la principale agence de recherche scientifique australienne, la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, est en train de fixer des étiquettes RFID avec de la supercolle sur le dos de 2,5 millions d'abeilles et de placer des lecteurs RFID à l'intérieur de 1000 ruches. Le 6 février 2002, le service des parcs nationaux des États-Unis a publié un rapport avertissant les biologistes de la faune que les dispositifs de repérage radio pourraient modifier radicalement les comportements des animaux et que non seulement les dimensions physiques des dispositifs, mais aussi les ondes radio qu'ils émettent pourraient être préjudiciables à la santé de ceux-ci. Selon ce rapport, parmi d'autres, les effets du radiomarquage des oiseaux sont les suivants. Intensification du lissage, perte de poids, abandon de la couvée, réduction du temps passé au vol, augmentation du métabolisme, évitement de l'eau, moindre activité de paranuptiale, réduction de l'activité alimentaire, diminution de la survie des couvées, ralentissement de la croissance des ailes, plus grande vulnérabilité à la prédation, diminution du succès de reproduction et augmentation de la mortalité. Les mammifères portant un collier radio, notamment les lapins, les campagnols, les lemmings, les blaireaux, les renards, les cerfs, les élans, les tatous, les loutres de rivière, les loutres de mer et les chiens sauvages du Serengeti, ont subi une augmentation de la mortalité, une diminution de leur capacité à creuser, une perte de poids, une réduction de leur niveau d'activité, une augmentation de leur toilettage, une modification de leur interaction sociale, un déclin de la reproduction et une modification profonde du ratio des sexes de leur progéniture. Dans certains cas, le marquage radio des espèces menacées peut les pousser plus vers l'extinction. En 1998, la première tigresse des neiges sibériennes à avoir connu une grossesse et avoir mis bas alors qu'elle portait un collier radio a donné naissance à une portée de 4 petits, dont 2 sont morts d'anomalies génétiques. Les résultats d'un examen approfondi de la littérature, publié en 2003, portant sur 836 études scientifiques sur les animaux marqués par radio, ont révélé que 90% d'entre elles négligeaient les effets des radioétiquettes sur les animaux, partant de l'hypothèse dogmatique qu'ils n'avaient pas d'impact significatif. Mais parmi les études qui ont soulevé la question, la majorité a trouvé un ou plusieurs effets néfastes de ces dispositifs sur leurs porteurs. Voilà les amis, je m'arrête là. Je continuerai dans un prochain podcast la partie sur les oiseaux migrateurs, les amphibiens et surtout une partie très marquante sur les abeilles. Nous assistons effectivement depuis de nombreuses années au déclin lent mais sûr des abeilles et nous verrons, ce n'est pas une surprise si vous avez suivi ces podcasts jusqu'à présent, que la pollution électromagnétique joue un rôle prépondérant dans la disparition des abeilles. Ce sera un podcast à relayer massivement parce que les abeilles, c'est important, vous le savez. Einstein disait que si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'en aurait plus que pour 4 années. Voilà, merci à vous, bonne journée, bonne soirée, à très vite.